L'Occident ne comprend pas qu'il a pris la patience de la Russie pour de la faiblesse. Et maintenant, il est en train de découvrir que non, la Russie pensait vraiment ce qu'elle disait. Du coup, elle frappe avec plus d'intensité certaines cibles, surtout à Kiev, et elle va continuer. C'est ça en réalité ce qui se passe en ce moment. C'est une défaite de fait de l'OTAN. Bonjour à tous et merci beaucoup d'être avec nous. Je suis Lena Petrova et voici un nouvel épisode de World Affairs in Context. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir à nouveau Larry Johnson dans l'émission. Larry est un ancien officier de la CIA, analyste du renseignement et ancien conseiller au Bureau de la lutte contre le terrorisme du département d'État américain. Il tient aussi une newsletter incontournable sur Substack, intitulée Son of the New American Revolution. Vous trouverez le lien dans la description ci-dessous et je vous la recommande vivement. Larry, bienvenue à nouveau et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. La dernière fois, j'ai essayé de me faire virer, mais visiblement, vous n'avez pas retenu la leçon. Bon, d'accord, merci de m'avoir invité à nouveau. Non, je suis ravie de vous avoir avec moi. J'attendais vraiment cette conversation parce que il se passe énormément de choses en ce moment. Et comme on vient de le dire, c'est difficile même de savoir par où commencer avec les derniers développements et cette nouvelle escalade dans la guerre par procuration contre la Russie via l'Ukraine. Depuis plusieurs mois, on entend des responsables des pays de l'OTAN appeler à des frappes contre la Russie. D'après Politico, la Lituanie serait maintenant en discussion avec les États-Unis pour accueillir des armes nucléaires de l'OTAN sur son territoire. Donc, clairement, la situation continue de s'envenimer. Et après la frappe ukrainienne sur un dortoir universitaire à Starobelsk, il y a 2 semaines, qui a tué plus de 60 étudiants, on a vu un changement net dans l'approche militaire russe. On a déjà observé 2 frappes massives sur les infrastructures industrielles et militaires de Kiev. Larry, est-ce qu'il y a eu un changement stratégique dans l'approche politique de la Russie vis-à-vis de la guerre en Ukraine et comment cela pourrait-il se traduire dans les semaines à venir? Oui. Non, la réponse simple, c'est oui. Il y en a eu un. On a vu le début de ce changement. Encore une fois, c'était après... Enfin, en réalité, je crois que c'était avant l'attaque contre Starobelsk, quand l'ambassadeur Dmitry Polyansky était invité sur le podcast de Danny Davis. Ça remonte à environ 4 semaines maintenant. Et il avait indiqué qu'un tournant était en cours dans la politique de la Russie, que l'Europe n'allait plus bénéficier d'un traitement de faveur, que l'Europe menait des actions provocatrices qui allaient appeler une réponse russe. Ce message-là, quand je l'ai entendu, ça m'a tout de suite interpellé. Je connais Dmitry, je l'aime bien, c'est un type formidable, un excellent représentant de la Russie. Mais je sais aussi que ce n'est pas le genre de personne à sortir de nulle part pour dire « Tiens, j'ai une super idée, je vais juste donner mon opinion. » Oh non, non. Il lit le texte, il prend le texte et il dit « Bon, voilà ce qu'on va dire. » 2 jours plus tard, Sergueï Ryabkov, qui est aussi vice-ministre des Affaires étrangères de la Russie, a lu pratiquement le même message. Et puis c'était, je crois, il y a 2 semaines que Sergueï Lavrov a enfoncé le clou, juste après l'attaque de Starobelsk. Là, c'était très clair, les Européens allaient devenir des cibles et la réponse russe serait dévastatrice. Ensuite, il y a eu des avertissements explicites adressés aux diplomates occidentaux pour qu'ils quittent Kiev au plus vite. La Russie ne lance pas de menaces en l'air. Je sais que vous avez des origines russes, mais les Russes que j'ai rencontrés à Moscou, à Saint-Pétersbourg et ailleurs, ce ne sont pas des baratineurs. Ce ne sont pas des menteurs, ni des gens qui exagèrent.
Ce sont plutôt des personnes très factuelles. Alors quand j'ai entendu ça, j'ai dit d'accord. Et certains ont demandé pourquoi la Russie fait ça maintenant. Pourquoi elle ne l'a pas fait il y a 4 ans? Eh bien, une des raisons, c'est que je ne pense pas que la Russie était prête à l'époque à affronter militairement l'OTAN si l'OTAN avait décidé d'attaquer massivement. Et je pense que la Russie avait choisi de ne pas frapper toutes les cibles militaires possibles, parce qu'il y avait des étrangers sur place, des Américains, des Européens, qui auraient pu être tués. Et ça aurait pu provoquer un incident qui, vous savez, aurait étendu le conflit, élargi la guerre. Maintenant, un peu plus de 4 ans après le début de l'opération militaire spéciale, disons que la Russie est bronzée, reposée et prête. Ils disposent de stocks importants de différents types de missiles, y compris des missiles hypersoniques. Ils ont aussi de grandes réserves d'artillerie. Ils ont augmenté le nombre de soldats en service actif, ainsi que celui des réservistes formés. Donc à ce stade, ils sont capables de passer à l'action et prêts à en assumer les conséquences. Maintenant, je ne pense pas que les réactions de l'Europe seront aussi sévères que ce que prévoit ou anticipe l'état-major russe. Mais bon, c'est pour ça qu'ils sont payés pour ça, ces planificateurs militaires. Leur travail, c'est d'envisager le pire, d'imaginer des scénarios qu'on jugerait presque impensables. Et c'est pour cette raison qu'ils ne sont pas imprudents. Et c'est un point que, selon moi, l'Occident ne comprend pas. Il a pris la patience de la Russie pour de la faiblesse. Et maintenant, il est en train de découvrir que non, la Russie pensait vraiment ce qu'elle disait. Aujourd'hui, elle frappe avec plus d'intensité certaines cibles, surtout à Kiev, et elle va continuer à le faire. Je pense qu'à un moment donné, la Russie va reprendre le contrôle de Kiev. Elle pourrait le faire avec l'aide du Bélarus et de quelques soldats nord-coréens. Ils descendront du nord, ils avanceront aussi depuis le sud, dans la région de Zaporizhia, et au final, ils prendront Odessa également. Tout ça ne se terminera pas par un accord négocié. L'Ukraine vient de mener, au cours des dernières 24 heures, des frappes de drones sur la capitale du nord de la Russie, Saint-Pétersbourg, au moment même où s'ouvre le Forum économique international de Saint-Pétersbourg. C'est un événement très comparable, disons, à Davos. Et bien sûr, l'Ukraine a aussi frappé la marine russe à Kronstadt, une autre ville du nord, tout près de Saint-Pétersbourg. Certains experts russes pensent que les États baltes pourraient être impliqués dans ces frappes. Larry, comment interprétez-vous ces attaques alors qu'un événement aussi important réunit en ce moment des milliers et des milliers d'invités venus du monde entier à Saint-Pétersbourg? The Ukrainians, ultimately this was a Ukrainian operation facilitated though by NATO. Which NATO countries? I think the Baltics are, prime suspects. But they didn't attack at the site where SPIEF is being held, which is out by the airport. I've been fortunate to attend it once back in 2024. This was more on the outskirts of St. Petersburg, and they did hit, caused the fire at an oil refinery, but those get put out pretty quickly, and it's not lasting damage. But I think it's going to, again, elicit another response. If there's any evidence, if Russia has any evidence that those came out of Lithuania, Estonia, or Latvia, I would not be surprised to see Russia now respond by hitting those sites in Estonia, Lithuania, or Latvia where those drones originated from. So Russia is past the stage of patience now. It's not going to strike out wildly or blindly. La Russie ne va pas frapper au hasard, ni agir à l'aveugle. Je ne dis pas qu'il faut traîner dans les bars, mais si vous avez déjà vu 2 types se battre dans un bar, à se donner des coups dans tous les sens, vous voyez bien que c'est pas comme ça que la Russie agit. Elle va être très méthodique, très précise, et punir ceux qui sont réellement responsables.
Et puis, en ce moment, il y a environ 130 pays présents au SPIEF. Alors, cette idée que la Russie serait complètement isolée, franchement, ça ne colle pas. Et je peux vous dire, le coût pour aller au SPIEF, je ne sais pas si vous avez regardé le prix des billets, c'est environ 16 000 $ par personne. C'est un sacré tarif, non? Moi, j'ai été invité, mais j'ai dit, j'ai pas ce genre d'argent. Mais quand on fait le calcul, avec environ 4 000 participants, ça fait une sacrée somme. Et j'imagine qu'ils acceptent les paiements en yuan chinois plutôt qu'en dollars américains. And I imagine they're accepting it in Chinese yuan instead of US dollars. Oui, je pense. Mais l'OTAN et l'Ukraine courent un vrai risque. Si, d'une manière ou d'une autre, ils étendent le conflit ou en viennent à attaquer et tuer des étrangers, cela ne fera qu'aggraver encore la guerre contre l'Ukraine. L'OTAN semble miser sur la guerre par drone. Et ça a un peu changé la manière dont les opérations militaires se déroulent sur le terrain. L'Ukraine a intensifié ses attaques contre la Russie et je crois que sur les dernières 24 à 48 heures, la Russie a déclaré avoir abattu plus de 750 drones ukrainiens. Donc on a l'impression que ça augmente de façon exponentielle. Est-ce que l'extension des capacités ukrainiennes en matière de drones longue portée modifie réellement les calculs stratégiques de la Russie? Eh bien non, ça va conduire la Russie à attaquer les sites de production au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. C'est clairement la direction que ça prend. Ils ne vont pas rester les bras croisés à encaisser les coups. L'Ukraine, de toute façon, a des options très très limitées. Et plus elle continue sur cette voie, plus le risque augmente que la Russie s'en prenne à certains membres de l'OTAN. Le Royaume-Uni et la France sont, à mon avis, les deux cibles les plus probables. L'Allemagne n'est pas loin non plus. Vous savez, il y a ce nouvel acronyme qui circule sur Internet, sur les réseaux sociaux, FAFO. En gros, joue avec le feu et tu verras bien. C'est la version polie. Eh bien, je pense que les Européens sont en train de découvrir qu'ils ont poussé la Russie trop loin et ils vont en payer le prix. Vous avez évoqué l'implication de l'OTAN dans des attaques sur le territoire russe et même dans la coordination des frappes militaires ukrainiennes contre la Russie. Eh bien, le 3 juin, le secrétaire de l'OTAN, Mark Rutte, s'est manifestement senti très en sécurité et à l'aise en rendant visite à Zelensky à Kiev. Bien sûr, l'OTAN fournit des renseignements et des données de ciblage et dans de nombreux cas, des opérateurs occidentaux apportent une aide directe à l'utilisation des armes occidentales. Donc, comme vous le disiez, la Russie a fait preuve d'une retenue remarquable en ne répondant pas à de telles frappes. Mais clairement, il faut reconnaître qu'il y a un besoin de rétablir la dissuasion et même de la renforcer. Vous avez mentionné que des frappes contre des actifs européens pourraient désormais être envisagées. Mais jusqu'où, selon vous, la direction russe serait-elle prête à aller pour rétablir cette dissuasion? Parce qu'on a vu les pays de l'OTAN et Mark Rutte, dans ce cas précis, prêts à aller aussi loin que possible. Ils sont prêts à franchir toutes les lignes rouges. Alors, quelle serait la réponse du président Poutine face à une nouvelle ligne rouge franchie? Eh bien, une fois que la ligne rouge est clairement établie, si elle est franchie, il faut agir. S'il n'y a pas d'action, alors on prouve qu'on n'est qu'un beau parleur qui lance des menaces sans jamais les suivre d'effet. Jusqu'à présent, la Russie n'a pas émis de menaces publiques du genre. À partir de maintenant, nous mettons en garde le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Toute attaque de drone lancée à l'intérieur du territoire russe, après telle ou telle date, nous vous en tiendrons pour responsable et nous attaquerons et détruirons des installations dans vos pays. Nous vous mettons en garde, soyez prévenus,
À ce moment-là, ça donne à ces pays une chance de dire « nettoyons tout ça, arrêtons ce flux, peu importe ». Et s'ils ne le font pas, la Russie doit aller jusqu'au bout. Oui, la guerre s'étendrait, il y a un risque potentiel de guerre nucléaire, mais je ne pense vraiment pas qu'on en arriverait là, parce que ces pays n'en ont pas vraiment les moyens et les capacités de la Russie sont bien supérieures. Mais vous savez, tout ça revient à un point essentiel. C'est le message que Sergueï Karaganov répète depuis quelques semaines sur la nécessité de rétablir la dissuasion. Et vous savez, je pense qu'on peut dire de façon crédible que la Russie a laissé sa capacité de dissuasion s'éroder au cours des 4 dernières années. Je ne prétends pas savoir ce que pense l'état-major. Et encore une fois, dans le calcul du risque, je sais que Vladimir Poutine agit toujours dans ce qu'il considère comme l'intérêt de la Russie. Mais vous voyez, moi je commencerai par exemple par dire aux États-Unis et à l'OTAN qu'on ne va plus tolérer aucune activité de surveillance ni aucun vol de reconnaissance, même s'il se déroule dans l'espace aérien international près de nos frontières. On les abattra. On vous prévient dès maintenant. Si vous volez là-bas, on vous considérera comme une menace hostile. On va vous éliminer. Est-ce que ça va être perçu comme agressif? Oh oui, mais ça mettra un terme à tout ça. Et c'est pareil avec les terminaux Starlink, ceux qui sont utilisés. Ces drones ne se déplacent pas au hasard. Ce n'est pas comme si... Enfin, vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, mais à l'époque, il y a 40 ans, en 1978, donc presque 48 ans, ma femme et moi traversions le Guatemala en voiture. Elle avait la carte, moi je conduisais et je lui criais « Mais on est où ?» On essayait de comprendre avec une carte en papier. Voilà. Les drones, eux, n'utilisent pas ça. Il n'y a pas un couple marié en train de piloter un drone. Oui, Ils ont des données électroniques, des cartes GPS et tout le reste. C'est comme ça qu'ils s'y rendent. Et ce GPS, franchement, ça veut dire qu'il y a des satellites derrière. Et si des satellites sont impliqués, alors les États-Unis le sont aussi, ou bien Elon Musk. oui, Je ne suis pas sûr que les Britanniques et les Français aient, tu vois, une vraie capacité satellitaire pour ce genre d'opération. Donc c'est là que, tu sais, les États-Unis entrent en jeu. On les prévient, ça doit s'arrêter, sinon on détruira vos satellites. Je veux dire, il y a plusieurs niveaux possibles d'escalade que la Russie pourrait envisager. Et tu vois, je pense qu'avant, Poutine voulait éviter d'en arriver là, mais aujourd'hui, je crois que la Russie, et les Russes en général, veulent aller plus loin parce qu'ils commencent à en avoir assez. je pense qu'on peut avancer un argument solide pour dire que, par exemple, si on prend la guerre avec l'Iran, l'Iran vient juste de riposter. C'est pas lui qui a lancé les premières frappes, mais il a répondu après que les États-Unis ont attaqué le navire qui se dirigeait vers l'île de Karg. L'Iran a riposté en frappant Bahreïn, le Koweït, les Émirats arabes unis, si je ne me trompe pas. Donc, on peut dire qu'une guerre asymétrique peut être menée de façon à viser directement les États qui soit permettent à une nation hostile de lancer des attaques depuis leur territoire, soit participent à la fabrication d'armes, ce qui, je le sais, est contraire au droit international. Mais on peut aussi soutenir que les États baltes sont désormais directement impliqués dans des attaques sur le territoire russe. Alors, selon vous, est-ce que la Russie et ses stratèges militaires vont maintenant s'inspirer de l'expérience iranienne et se dire, eh bien, finalement, ça fonctionne. Ça crée une forme de dissuasion. Oui, c'est tout à fait possible. Je pense que c'est un point très pertinent. Bien sûr, encore une fois, ce qu'on a vu, c'est quelque chose d'assez contradictoire. L'Iran réagit rapidement et de manière décisive contre les points d'origine des attaques menées contre lui.
Mais cela n'a pas encore dissuadé les États-Unis de poursuivre ces attaques. Ils continuent d'affirmer qu'il s'agit d'actions défensives, mais clairement, ce ne sont pas des actions défensives. Ce sont des opérations menées avec une connaissance préalable, une planification et un ciblage précis. Donc en quelque sorte, on est dans un univers parallèle où les États-Unis mènent une attaque contre la Russie sur deux fronts. Parce que l'attaque contre l'Iran est aussi une attaque indirecte contre la Russie, en raison du rôle de l'Iran dans le corridor nord-sud et de son rôle de partenaire économique de la Russie. Pensez-vous que la Russie pourrait se sentir obligée d'accélérer son action militaire en Ukraine parce qu'elle voit les États-Unis et les pays européens s'impliquer de plus en plus activement en Arménie et en Azerbaïdjan, et bien sûr, menacer l'Iran? Est-ce que selon vous, cela pourrait les pousser à envisager l'ouverture d'un second front à un moment donné dans un futur proche? Eh bien, je pense qu'ils reconnaissent cela comme une menace potentielle, oui. Mais je crois aussi que le calendrier pour vaincre l'Ukraine est déjà fixé. En d'autres termes, ils ont un plan, ils suivent ce plan, et à ce stade, ils ne voient aucune raison d'en dévier. Je pense qu'on va assister à une accélération des opérations et des succès, à la fois la libération complète, disons, de tout le territoire de Donetsk du contrôle ukrainien, des avancées importantes à Zaporizhia et à Kherson, ainsi que la prise de contrôle de Sumy. Donc, on pourrait avoir la Russie, vous savez, aux abords de Sumy, avec un contrôle total de Sumy, un contrôle total de Donetsk, et littéralement installée dans la banlieue de Zaporizhia d'ici août, voire plus tôt. Je pense qu'on entre dans une phase où cette guerre va s'accélérer très vite. Et puis, il y a ces autres considérations. Il se peut qu'il y ait moins d'inquiétude à propos des États-Unis. Tout simplement parce qu'il est devenu évident que les capacités américaines ont été épuisées et affaiblies à cause de la guerre avec l'Iran. Parlons maintenant de la guerre par drone. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine ressemble de plus en plus, en réalité, à un laboratoire pour la guerre du futur. Et on peut tout à fait soutenir que l'Occident, prêt à se battre jusqu'au dernier Ukrainien, utilise aussi l'Ukraine comme terrain d'essai pour des armes alimentées par l'intelligence artificielle. Et bien sûr, le régime corrompu et illégal de Zelensky facilite tout cela. Il le permet. Une des questions qu'on voit le plus souvent revenir dans les médias, surtout dans les médias alternatifs, et j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus, c'est pourquoi la Russie n'utilise-t-elle pas la stratégie de décapitation que les États-Unis et Israël emploient par défaut en Ukraine? Eh bien, avez-vous des preuves que ça marche? Je veux dire, s'il y en avait vraiment. Et on le voit souvent, surtout en Occident, quand il s'agit de guerre. On a tendance à tout personnaliser. On se dit, mon Dieu, si seulement on se débarrassait d'Adolf Hitler, ou de Staline, ou de Bibi Netanyahou, ou si on tuait Donald Trump, ou Zelensky, ou Poutine, alors le problème serait réglé. Prenons Bibi Netanyahou comme exemple. Même s'il disparaissait, ça ne changerait pas la conviction de la majorité de la population en Israël, qui reste profondément sioniste et qui croit avoir un droit religieux sur cette terre, et que les Palestiniens doivent être expulsés. Donc, même si vous vous débarrassez de Bibi, cette guerre continue, ou du moins son principe de base. Et c'est pareil en Ukraine. Zelensky, c'est juste l'acteur le mieux payé au monde. C'est pas lui le cerveau derrière tout ça. Il sert une série d'intérêts très puissants et très riches. C'est pour ça que cette guerre dure depuis si longtemps. Certains en tirent profit. Et je pense que la raison pour laquelle on ne décapite pas, c'est que les bureaucraties, tout comme les structures militaires, sont construites par échelons.
Si quelqu'un tombe, il y a toujours quelqu'un d'autre pour le remplacer. On l'a vu de façon spectaculaire en Iran. En fait, regardez à quel point c'est contre-intuitif. En attaquant l'Iran, en visant la direction iranienne, en éliminant ce qu'ils pensaient être la couche supérieure du pouvoir, ils ont en réalité créé une direction en Iran plus unie et plus forte que n'importe quel gouvernement iranien depuis 47 ans. Pourquoi je dis ça? Parce que si on regarde la liste des principaux membres du gouvernement, le président Pezeshkian, par exemple, il était infirmier militaire, il a travaillé et servi avec le corps des gardiens de la révolution islamique pendant la guerre contre l'Irak dans les années 80. Le ministre des Affaires étrangères, Araghchi, lui aussi, c'était un infirmier au sein des gardiens de la révolution, et Ghalibaf, le président du Parlement. C'était un soldat, il a combattu avec les gardiens de la révolution. Mojtaba Khamenei, le nouvel ayatollah, c'était un gamin de 17 ou 18 ans qui a combattu avec les gardiens pendant 2 ans. Il a participé à au moins 4 grandes campagnes et ensuite il est devenu le chef des gardiens. Donc au lieu que ces types soient divisés, non, ils ont tous un lien commun. On n'a jamais eu un gouvernement où tous les membres viennent du même milieu, où ils ont tous servi ensemble dans l'armée. Pas forcément dans la même unité, mais ils ont cette expérience partagée. Alors cette stratégie de décapitation, comment ça s'est terminé? C'est une stratégie stupide. Et franchement, je pense que c'est pour ça que la Russie ne la suit pas. Oui, c'est ça. Et je pense que ça a du sens aussi parce que l'Ukraine n'est pas un État souverain. L'Iran, lui, en est un, parce que, comme vous l'avez dit, sa direction a en fait été renforcée par les États-Unis et Israël qui l'ont décapité en février, mais l'Ukraine, non, elle est en réalité dirigée par des acteurs occidentaux. Donc, un autre Zelensky serait probablement installé en quelques heures et ça ne changerait pas vraiment le cours de la politique ukrainienne, ni leur refus de discuter d'un règlement politique négocié du conflit. D'accord. Donc mettre fin à la guerre en Ukraine revient au fond à parvenir à un accord avec l'OTAN et à une défaite effective de l'OTAN face à la Russie. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. C'est une défaite de fait de l'OTAN, parce que cela montre à l'Alliance que même si elle décidait d'invoquer l'article 5 et que tous les pays membres disaient « Très bien, on part en guerre contre la Russie », ils découvriraient qu'ils s'effondreraient politiquement et qu'ils n'ont pas la base industrielle nécessaire pour se définir une telle campagne. Pourtant, on voit l'Allemagne parler ouvertement de la nécessité de se préparer à une confrontation militaire directe avec la Russie d'ici 2030, selon certains rapports. J'ai aussi vu 2028 dans d'autres sources, et j'ai l'impression que l'OTAN cherche d'une certaine manière à épuiser la Russie à travers des frappes de drones continues. Ensuite, on imagine qu'ils essaieront de provoquer des dégâts économiques pendant que l'Europe se prépare à la guerre. Alors, est-ce que la Russie se retrouve en quelque sorte piégée parce qu'elle refuse, pour une raison ou une autre, de mener une campagne militaire décisive pour contrôler le Donbass et prendre le contrôle des territoires qu'elle juge peut-être nécessaires au-delà du Donbass? Oui, non. Écoutez, ils vont le faire, et probablement d'ici la fin de l'année, ce sera évident. Ils auront complètement achevé la castration économique de l'Ukraine. L'Ukraine n'aura plus accès à la mer Noire parce que la Russie contrôlera Odessa. Et donc l'Ukraine deviendra un pays enclavé, piégé. La plupart de ces terres agricoles les plus productives sont désormais entièrement sous le contrôle de la Russie parce qu'elles se trouvent à l'est du Dniepr. L'Ukraine se retrouvera donc dans une situation où la survie même de l'État sera en question.
Ukraine will be in a situation where its very survival of the state will be in question. And the Europeans, again, they Et do les Européens, encore une fois, ils n'ont ni la croissance économique, ni la base industrielle pour soutenir des opérations militaires de l'ampleur de ce qu'on a vu en Ukraine ces 4 dernières années. Ils ne l'ont tout simplement pas. Ils peuvent en parler, bien sûr, mais c'est un peu comme si je disais « Ah, je vais courir un marathon. » Très bien, mais est-ce que tu vas sortir courir une quinzaine de kilomètres aujourd'hui pour t'entraîner? Ah non, je suis trop occupé, je ferai ça plus tard. Donc je ne m'entraîne jamais, mais je prétends quand même que je vais courir le marathon. Autrement dit, ça n'arrivera pas. Parler, c'est facile. Ce qui compte, c'est l'action. Et en Europe, on ne voit pas les actes qui viendraient appuyer les discours fermes. Larry, peut-être une dernière question. On voit clairement une escalade dans la guerre en Ukraine, et il est aussi évident que les efforts diplomatiques entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine ont échoué, ou du moins qu'ils sont en pause. Les élections de mi-mandat approchent, dans quelques mois à peine, et elles pourraient ou non modifier l'implication américaine dans la guerre à l'avenir. Alors selon vous, est-ce qu'il reste encore une dimension diplomatique dans les relations entre Washington et Moscou, ou bien va-t-on désormais se concentrer sur une issue militaire sans chercher à relancer des négociations pour une résolution diplomatique? Je pense qu'en réalité, on va voir se rapprocher les relations économiques entre les États-Unis et la Russie. Pas à l'initiative de la Russie, mais à celle des États-Unis, à cause d'une crise économique mondiale qui risque d'éclater de plein fouet en juillet et en août, et dont les États-Unis auront besoin de gérer les conséquences. Pour l'instant, il n'y a rien que les États-Unis fabriquent, produisent ou conçoivent, peu importe le mot qu'on choisit, dont la OSAIC ait besoin. Mais contrairement à ça, la Russie produit plusieurs choses dont les États-Unis ont besoin, en particulier le combustible nucléaire pour les réacteurs qui fournissent l'électricité, une électricité indispensable pour alimenter les centres de données d'intelligence artificielle. Les engrais, c'est aussi un élément majeur. Le diesel, le pétrole brut lourd nécessaire à la production de diesel, dont les États-Unis sont importateurs nets. Donc je peux imaginer que, dans le chaos économique qui selon moi va s'installer, il pourrait en réalité émerger une base sur laquelle les États-Unis comprendraient qu'ils ont plus intérêt à entretenir des relations économiques et commerciales avec la Russie qu'à la maintenir à distance comme un adversaire. Eh bien, il faudrait probablement commencer par lever les sanctions contre la Russie. Oui. En fait, ils ont déjà d'une certaine manière levé les sanctions, ou du moins suspendu certaines temporairement. Mais je pense qu'on va en voir encore plus à l'avenir, pas moins. Les États-Unis vont finir par comprendre les limites de leur capacité à contraindre d'autres pays. Larry, merci beaucoup d'être avec nous et de nous aider à décrypter les derniers événements. N'hésitez pas à suivre Larry. Je mettrai le lien vers son blog, sonarv1.com, ainsi que vers sa page Substack dans la description de la vidéo ci-dessous. Je vous recommande vivement les deux. Merci infiniment, Larry. Merci Léna, à bientôt. Bye.